Durant le SC 2025, j'ai eu l'occasion de présenter deux travaux. Un issu sur la base du SNDS sur l'incidence et les facteurs de risque de développer des toxicités cardiaques et musculaires à l'immunothérapie anticancéreuse, et un second issu d'un registre international qui couvre 17 pays et plus de 750 cas pour déterminer un score de risque qui stratifie le risque au sein de ces populations. Durant le SC 2025, le premier travail reposait sur les données françaises du SNDS, donc des données des claims publics de remboursement de l'assurance maladie. On a pu établir chez les patients atteints de cancer et traités par immunothérapie, ce qui représentait environ 170 000 patients entre 2012 et 2022, les facteurs de risque et l'incidence de la myotoxicité à l'immunothérapie anticancéreuse. Donc la myotoxicité, c'est une incidence autour de 0,7 à 0,9% qui va se décomposer en myocardite 0,3-0,4% et myosite 0,6-0,7%. Les facteurs de risque majeurs pour développer cette toxicité-là sont le fait d'avoir eu un cancer thymique dans sa vie ou d'avoir un cancer thymique, une myasthénie, d'avoir une combinaison de traitements immunosuppresseurs, une combinaison de traitements par immunothérapie, d'avoir un cancer du rein ou un mélanome. L'impact de cette myotoxicité, si elle survient, fort heureusement donc rarement, moins de 1%, reste aujourd'hui malheureusement très délétère, avec une mortalité à 3 mois de l'ordre de 80%, et pour un groupe contrôle de patients sous immuno qui n'a pas de myotoxicité, de survie autour de 70%. Donc un impact vraiment délétère à court terme. Maintenant, sur le second travail qui était issu d'un registre international, 150 institutions, 17 pays, 750 cas, on a pu établir au sein de ces myotoxicités un profil de risque avec lesquels sont les plus sévères et les moins sévères. Pas toutes les myotoxicités sont les plus sévères. Celles qui ont été identifiées initialement étaient les formes sévères. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a des formes moins sévères qui commencent à émerger et qui sont plus fréquentes d'ailleurs que les formes sévères. Avec le score de risque qui est composé de 5 éléments clés, on va pouvoir déterminer si ce patient doit aller en urgence, être hospitalisé pour des investigations poussées et probablement un traitement, versus ceux qui iront quand même à l'hôpital mais avec un peu plus de temps pour éventuellement pas rester toute la nuit à l'hôpital et avoir une réévaluation régulière, histoire de faire la part des choses. Ça repose sur la troponine, le niveau de troponine, plus il est élevé, plus c'est à mauvais pronostic. Est-ce que, encore une fois, on a un thymome, on est traité pour un thymome? A-t-on des symptômes cardio-musculaires à type de dyspnée, palpitations, signes de myosite périphérique, de myasthénie? A-t-on une dysfonction VG avec une FEVG à moins de 50%? Et a-t-on à l'ECG des anomalies électriques qui suggèrent un voltage très bas? Basé sur ces 5 éléments, donc ECG, écho, clinique, interrogatoire et troponine, on est capable de stratifier un groupe de patients qui a très faible risque et dont on a le temps de se poser toutes les questions nécessaires pour le diagnostic et pour la prise en charge éventuelle. En conclusion, les myotoxicités, nous avons établir que c'est une incidence qui reste faible, très faible, moins de 1%. Néanmoins, dans une prise en charge, si elle n'est pas adaptée, qui va être grévée d'une mortalité associée, donc l'adresser dans des centres de référence reste un point clé. Une fois la prise en charge initiale de ce patient établie, avec l'outil, le score de risque qu'on a établi, clinique assez simple, mais dans un environnement cardiologique, on peut quand même stratifier et identifier les patients qui auront besoin d'une prise en charge plus approfondie et ceux qui auront besoin d'une surveillance, le temps de pouvoir faire la part des choses.